Comment un regard s'éduque face à une œuvre complexe? Pourquoi certaines œuvres nous bouleversent immédiatement alors que d'autres nous laissent totalement indifférents, voire agacés? Pourquoi un tableau de Rothko vendu plusieurs dizaines de millions de dollars peut-il sembler, pour certains visiteurs, n'être qu'un simple rectangle de couleurs suspendu sur un mur blanc? Et surtout, comment expliquer qu'une œuvre considérée comme incompréhensible à une époque devienne, quelques décennies plus tard, un chef-d'œuvre absolu de l'histoire de l'art? La vérité est simple mais rarement formulée clairement. Le regard s'éduque. Face à une œuvre complexe, nous ne regardons jamais avec des yeux neutres. Nous regardons avec notre culture, nos références, notre mémoire visuelle et notre capacité à interpréter des signes. Voir n'est pas comprendre, observer n'est pas encore percevoir. Dans le monde de l'art, cette distinction est fondamentale. Le sociologue Pierre Bourdieu l'avait déjà démontré dans L'amour de l'art, publié en 1966 après une vaste enquête menée dans plusieurs musées européens. Ses conclusions sont frappantes. Moins de 20% des visiteurs issus des classes populaires déclarent comprendre réellement les œuvres exposées, contre plus de 60% chez les publics diplômés. Pour Bourdieu, cette différence ne vient pas d'une sensibilité naturelle supérieure, mais d'un apprentissage culturel. En d'autres termes, personne ne naît avec un regard éduqué. Il se construit. Cette idée peut sembler brutale, mais elle explique un phénomène que tous les professionnels du marché de l'art connaissent. Devant certaines œuvres contemporaines, le public se divise souvent en deux catégories. Ceux qui disent « c'est génial » et ceux qui demandent « mais pourquoi est-ce de l'art ?» Prenons un exemple devenu mythique, Fauntin de Marcel Duchamp, présenté en 1917. Un simple urinoir renversé, signé R. Mutt. Aujourd'hui, cette pièce est considérée comme l'un des actes fondateurs de l'art contemporain. Pourtant, lors de sa première présentation à New York, l'œuvre provoque un scandale immédiat. Beaucoup y voient une provocation absurde. D'autres parlent d'une insulte à l'art. Mais Duchamp ne cherche pas à fabriquer un bel objet. Il pose une question beaucoup plus dérangeante. Est-ce l'objet qui fait l'œuvre ou le regard que l'on porte sur lui? À partir de ce moment, l'histoire de l'art bascule. Le spectateur ne peut plus seulement admirer une virtuosité technique. Il doit réfléchir, contextualiser, interpréter. Le regard devient actif. C'est précisément là que commence l'éducation du regard. Car le cerveau humain fonctionne selon des mécanismes très particuliers. Le psychologue Rudolf Arnheim, dans Art and Visual Perception, publié en 1954, explique que notre perception cherche naturellement des formes simples et identifiables. Nous aimons reconnaître rapidement des visages, des paysages, des perspectives logiques. Notre cerveau déteste l'incertitude visuelle. Or, une œuvre complexe fait exactement l'inverse. Elle résiste. Face à un tableau de Jackson Pollock réalisé entre 1947 et 1950, le spectateur peut avoir l'impression de voir un chaos de coulures et d'éclaboussures. Pourtant, Pollock développe une structure extrêmement maîtrisée, basée sur le mouvement du corps et la répétition gestuelle. Le critique Harold Rosenberg parlera même de action painting pour décrire cette peinture qui enregistre physiquement l'énergie de l'artiste. Une anecdote célèbre raconte qu'en 1950, lors d'une démonstration filmée dans son atelier, Pollock tournait autour de la toile posée au sol comme un danseur. Il utilisait des bâtons, des seringues ou des pinceaux percés pour laisser la peinture couler. Cette manière de peindre choquait profondément les académiciens de l'époque. Aujourd'hui encore, beaucoup de visiteurs pensent pouvoir reproduire ce type de peinture en 5 minutes. Pourtant, lorsqu'en 2006, son œuvre numéro 5, 1948, est vendue environ 140 millions de dollars, le marché de l'art envoie un message clair: la complexité du geste artistique ne se réduit jamais à son apparence immédiate. Mais alors, comment apprend-on réellement à regarder? D'abord en ralentissant. Une étude menée par le Museum of Modern Art de New York en 2012 révèle que le temps moyen passé devant une œuvre est de seulement 28 secondes. 28 secondes, à peine le temps nécessaire pour lire une notification sur un téléphone portable. Pourtant, lorsque les chercheurs demandent aux visiteurs de rester 2 minutes devant la même œuvre, les résultats changent radicalement. Les participants identifient jusqu'à 3 fois plus de détails formels et narratifs. Les émotions exprimées deviennent également plus nuancées. Autrement dit, la complexité demande du temps. Claude Monet l'avait parfaitement compris à la fin de sa vie lorsqu'il travaille sur les gigantesques panneaux des nymphéas entre 1914
et 1926. Lors de leur installation à l'Orangerie en 1927, juste après la mort du peintre, une partie de la critique se montre perplexe. Certains journalistes parlent d'une peinture informe, sans sujet identifiable. Aujourd'hui, ces mêmes œuvres sont considérées comme des chefs-d'œuvre absolus de la modernité. Pourquoi ce retournement? Parce que le regard collectif a changé. Les spectateurs ont appris à accepter une peinture qui ne raconte plus une scène précise, mais qui crée une immersion sensorielle. Cette transformation du regard est également étudiée par les neurosciences. Dans les années 1990, le neuroscientifique britannique Semir Zeki analyse l'activité cérébrale des individus face à des œuvres abstraites. Ces recherches montrent que certaines peintures de Mark Rothko activent des zones du cerveau liées aux émotions profondes et à la contemplation. Rothko lui-même refusait que ces tableaux soient vus comme de simples compositions décoratives. Dans une lettre célèbre datant de 1957, il écrit « Je ne suis pas intéressé par la relation entre les formes et les couleurs, mais par l'expression des émotions humaines fondamentales. » Pourtant, face à ces grands aplats de couleurs, beaucoup de visiteurs ressentent d'abord un vide ou une incompréhension. Et si ce vide était précisément l'espace dans lequel le regard doit apprendre à entrer? L'éducation du regard passe aussi par la connaissance des contextes historiques. Une œuvre ne naît jamais seule. Elle dialogue avec une époque, une idéologie, une rupture esthétique. Prenons Picasso et les Demoiselles d'Avignon, peint en 1907. Lorsque le tableau est montré pour la première fois dans l'atelier de l'artiste à Paris, plusieurs proches sont choqués. Henri Matisse parle d'une œuvre monstrueuse. Georges Braque déclare que Picasso veut nous faire manger de l'étoupe et boire du pétrole. Pourquoi une telle violence? Parce que Picasso détruit brutalement les codes classiques de représentation. Les corps sont fragmentés, les visages déformés, l'espace éclaté. Cette toile ouvre la voie au cubisme et transforme radicalement l'histoire de la peinture occidentale. Aujourd'hui, le tableau semble presque familier, mais en 1907, il représentait un choc visuel comparable à une rupture technologique. Le regard s'habitue donc historiquement à la complexité. Cette idée est confirmée par les recherches du neuroscientifique Anjan Chatterjee dans les années 2000. Ces études montrent que les experts en art n'observent pas une œuvre de la même manière que les novices. Leur regard circule différemment, plus lentement, avec davantage d'attention aux détails structurels et aux relations internes de composition. L'expertise transforme littéralement la perception. C'est aussi pour cette raison que les grandes institutions muséales développent aujourd'hui des outils pédagogiques sophistiqués. Le programme Visual Thinking Strategies, créé dans les années 1990 par Abigail Hawson et Philippe Yenawine, repose sur une méthode simple mais extrêmement efficace. Face à une œuvre, les médiateurs posent 3 questions. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Que peut-on encore observer? Cette approche a été testée sur plusieurs milliers d'élèves et de visiteurs. Résultat, une amélioration significative des capacités d'observation et d'interprétation après seulement quelques séances. Le regard peut donc s'entraîner comme un muscle. Une anecdote du Metropolitan Museum of Art illustre parfaitement ce phénomène. En 2001, 2 groupes de visiteurs observent le tableau « Les chasseurs » dans la neige de Peter Bruegel l'Ancien, peint en 1565. Le premier groupe dispose d'un commentaire audio détaillé, le second, non. Le groupe informé reste en moyenne 40% plus longtemps devant l'œuvre et identifie des détails beaucoup plus complexes, les cycles saisonniers, les tensions sociales, les activités humaines dispersées dans le paysage hivernal. L'information ne détruit pas l'émotion esthétique, elle l'approfondit. Dans le marché de l'art contemporain, cette capacité à lire la complexité devient même une compétence stratégique. Selon le rapport Art Basel et UBS publié en 2023, plus de 70% des grands collectionneurs internationaux déclarent consulter des experts ou des conseillers avant d'acquérir une œuvre importante. Même au sommet du marché, le regard continue de s'éduquer, car finalement, une œuvre complexe ne demande pas seulement à être regardée, elle demande au spectateur de changer lui-même, d'abandonner l'idée d'une compréhension immédiate, d'accepter le doute, l'ambiguïté, la lenteur, et peut-être est-ce précisément cela la véritable expérience esthétique. Non pas reconnaître instantanément ce que l'on voit, mais apprendre peu à peu à voir ce que l'on ne regardait pas encore.